je peux commencer à répondre aux premières questions qui me sont posées. Il y a une question très intéressante et difficile qui est posée sur est-ce que le livre imprimé va disparaître et quelle est la différence entre un livre digital et un livre imprimé. Alors, c'est intéressant d'abord que je vous rappelle une chose, c'est que quand l'imprimé s'est mis en place, tous les historiens ont cru que les livres manuscrits avaient disparu. Puisque comment est-ce qu'on aurait pu continuer de faire des livres manuscrits alors que l'imprimé était tellement supérieur en vitesse et en diffusion. Et on s'est rendu compte que, on les découvre aujourd'hui, toute une série de livres manuscrits ont continué d'exister jusqu'au XIXe siècle. Par exemple, tout ce qui était l'écriture de la musique, l'écriture de la poésie, et même les écritures politiques très rapides pour, par exemple, diffuser les nouvelles des décisions qui avaient été prises par le Parlement. Ça allait plus vite d'avoir des copies à la main que de passer par l'étape intermédiaire de l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une révolution technologique, il y a des niches, il y a des domaines particuliers où l'ancien système technologique demeure plus efficace, plus commode, plus facile que le nouveau. Alors, si on regarde le livre digital par rapport au livre imprimé, il est bien évident que le livre digital va progressivement faire disparaître toutes les encyclopédies imprimées. Vous le savez, aujourd'hui, tout ce qui est les lectures de consultation pour les médecins pour s'informer sur les nouveaux médicaments, les juristes pour connaître les textes de loi, même les dictionnaires pour savoir comment se définissent les personnages de l'histoire et les mots, c'est bien évident que l'avantage du livre digital est incomparable par rapport à l'avantage du livre imprimé. Je me souviens quand, dans les années 1970, on nous vendait l'Encyclopædia Britannica en 18 volumes. Aujourd'hui, vous les trouvez pour presque rien sur les marchés, parce que ce qui était contenu dans l'Encyclopædia Britannica ou dans l'Encyclopædia Universalis est beaucoup plus facilement accessible dans le livre digital. Alors, est-ce que ça va être le cas pour l'impression des romans, par exemple? On sent bien qu'il faut du temps. Aujourd'hui, je vois dans le métro à Paris beaucoup de gens qui ont des tablettes où ils lisent des romans policiers, des histoires enregistrées, et les choses ont changé, je dirais, ces 3 ou 4 dernières années. On avait l'idée que tourner les pages d'un livre, c'est quand même plus agréable. Mais quand, comme moi, on devient vieille et qu'on a des problèmes de vision, c'est sûr qu'avoir une tablette où je peux agrandir le texte et où il y a une lumière qui l'éclaire en permanence, ça rend la lecture infiniment plus confortable que la lecture d'un énorme livre imprimé en caractères très petits et qui pèse lourd dans mon sac. Donc là, vous voyez que, je dirais, on ne peut pas prévoir la disparition de l'un remplacé par l'autre en dehors des contextes d'usage. À chaque fois, ce sont des pratiques qui vont déterminer ça. Aujourd'hui, par exemple, un des lieux où le livre demeure extraordinairement présent, c'est le livre pour enfants. C'est vrai que pour un adulte, prendre un enfant sur les genoux pour regarder avec lui un album d'images, une petite histoire, c'est infiniment plus confortable que de le faire sur des tablettes. Mais c'est peut-être tout simplement parce que les tablettes n'ont pas encore bien conçu les outils. Ça va venir. Déjà, les tablettes sont très bien pour tous les jeux. Il y a un nombre de jeux qu'on peut faire. Et vous savez, après, on n'a pas à ranger quoi que ce soit. C'est quand même très agréable de pouvoir faire un puzzle avec un enfant sur une tablette
et après de ne pas avoir ramassé 250 morceaux éparpillés dans la pièce. Donc, vous voyez, on ne peut pas donner l'un contre l'autre. Pourquoi le livre sera-t-il utile dans les années qui viennent, le livre imprimé, pour toute une série de domaines particuliers où la fixation d'une édition sera utile. Et de ce point de vue-là, on sait que le support papier a le grand désavantage de ne pas pouvoir être renouvelé. Mais ça peut être aussi un avantage. Donc là-dessus, on verra. Alors sur ce qui est maintenant de la découverte de l'utilisation d'Internet et de ces supports dans les écoles, je dirais que là, les choses dépendent beaucoup à la fois des problèmes budgétaires, des problèmes financiers, parce que les équipements non seulement coûtent assez cher, mais surtout ils doivent être entretenus en permanence. Et le grand problème, ça n'est pas d'acheter des équipements numériques, c'est d'être sûr qu'ils vont pouvoir se renouveler, être perpétués, avoir les logiciels. Et là, je dirais que les écoles sont très inégales entre elles. Certaines sont riches et certaines sont pauvres. Mais pour raconter tout simplement une expérience que j'ai faite la semaine dernière dans une école de Mexico, à Iztapalapa, j'ai dit juste, Iztapalapa, je suis allée en fin de journée dans la salle d'informatique et comme j'étais là, le maître avait demandé aux enfants de chercher sur YouTube des vidéos sur Paris. Alors, pour que je puisse raconter et discuter avec eux sur qu'est-ce que c'était la ville de Paris. Tous les enfants ont cherché sur YouTube, ils ont trouvé des choses différentes. Et je me disais, c'est extraordinaire de voir comment, en 20 minutes de fréquentation des vidéos, et ils devaient lire ce qui était écrit sur l'écran, quelquefois en espagnol, ils faisaient tout seuls, quelquefois en français, je devais traduire. Ils ont appris à reconnaître non seulement la Tour Eiffel, mais l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la Seine, qu'est-ce que c'est. Et je dirais que la quantité d'informations qu'ils ont construit en 20 minutes grâce à YouTube et aux échanges qui ont eu lieu à ce moment-là, je ne sais pas quel documentaire imprimé aurait pu la leur procurer. Là, il me semble qu'on voit bien qu'un outil très banal utilisé dans l'espace domestique peut devenir un outil pédagogique très fort, à condition qu'il y ait les interactions entre le maître et les enfants. Oui. Alors, sur la définition du savoir-lire, là, je pense qu'on vit un moment extrêmement intéressant. La question me dit, la notion de savoir-lire a changé. Effectivement, je dirais que le savoir-lire médiéval, qui était un savoir relire, c'était un savoir d'engagement. Quand je lis, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est que pour moi, il y avait la lecture religieuse d'un côté et les lectures utilitaires de l'autre. Les lectures utilitaires, celles dont je vous ai parlé, les contrats d'embauche, les testaments, etc. Or, ces lectures que moi je voyais comme utilitaires sont toutes des actes d'engagement. Celui qui lit ce texte dit « je m'engage ». De la même manière, quand je dis « credo in unum deum », je crois en Dieu, je m'engage. Et le modèle religieux et le modèle social de la lecture des actes était la même. C'est une lecture du je qui répète les formules rituelles ou les formules sociales en marquant sa place particulière. La lecture de réception, le savoir-lire de réception dans lequel nous vivons encore, c'est tout autre chose. Je ne suis pas obligé d'adhérer à ce que je lis. La dimension de lecture de la pensée d'autrui, de l'histoire racontée par autrui, je peux la recevoir positivement, négativement, je peux argumenter contre, je peux la critiquer. Le XVIIIe siècle, c'est l'époque des larmes quand on lit la Nouvelle Héloïse, mais c'est aussi
l'époque de la critique et de la dérision et de l'ironie. Et vous voyez bien que ce savoir-lire visé, qui est un savoir de la réception, demande la construction d'une culture énorme qui est la personne qui écrit, pour qui elle écrit, dans quelles circonstances elle a écrit. Je ne suis plus dans la relation d'acte de foi à une église ou d'acte de partage à une communauté. Je suis dans la nécessité de construire un savoir, je dirais, individuel sur la compétence pour élaborer ma compétence de réception. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Internet? Je dirais qu'aujourd'hui, l'articulation n'est pas la lecture est première et l'écriture est seconde. Je dirais le système est en train de s'inverser. Ce qui devient prioritaire dans le monde social qui nous entoure, c'est d'écrire, c'est d'envoyer des tweets, c'est de réagir à tout ce qui se passe autour de vous pour informer en permanence des réseaux. Je lis ce que d'autres m'ont écrit. Et les modalités de l'écriture, en revanche, dans le cas des tweets, c'est particulièrement clair, sont des écritures rapides, des écritures de réaction immédiate et des écritures qui ne peuvent pas construire des argumentations longues. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, toute une partie de notre héritage de construction lente de l'écriture argumentative est remis en cause par les écritures sociales. La question de l'école, ça va être de combiner les deux. Ça ne va pas être d'abandonner l'un pour l'autre, mais ça va être de faire prendre conscience aux enfants des potentialités de l'un et de ses limites, et des potentialités de l'autre et de ses limites. Il nous reste encore 10 minutes. Ah, pour la formation des maîtres. Ah ben oui, je veux dire que moi je ne vois pas comment on peut maîtriser les outils technologiques actuels en comptant uniquement sur l'auto-formation des individus. Alors je pense que les choses sont en train de changer du fait que les nouveaux maîtres qui arrivent aujourd'hui sont des natifs de l'ère informatique. Mais ça ne suffit pas à construire un savoir professionnel. Moi je crois qu'il y a une grande différence entre la familiarité énorme qu'ont les jeunes étudiants avec les outils informatiques et leurs compétences pour pouvoir se servir de ces outils dans la relation pédagogique. Et ça ne peut pas se faire à partir avec la lecture de textes prescriptifs du ministère. Ce qu'il faut, c'est de la vraie formation. Ce que j'appelle de la vraie formation, ça veut dire des réunions en présentiel, où on peut discuter dans la réalité avec des vrais collègues, et non pas simplement à travers des échanges informatiques. Je dirais qu'il faut toujours... J'ai vu en France un travail merveilleux qui a été fait avec les tableaux interactifs. Aujourd'hui, beaucoup de maîtres peuvent obtenir, vous savez, ces grands tableaux blancs sur lesquels on peut mettre ce qui est sur Internet. C'est-à-dire que vous écrivez, vous pouvez projeter sur l'écran tout ce qu'il y a sur Internet, mais toute la classe le voit en même temps. Et vous pouvez aussi projeter sur l'écran ce que vous tapez à la machine, sur votre clavier, et les devoirs ou le travail qui est à faire, ou ce qu'écrivent les enfants. Mais pour arriver à maîtriser ce multimédia collectif, il faut un apprentissage. Et l'apprentissage est conçu comme un apprentissage qui demande des séances échelonnées d'au moins 6 journées à temps plein pendant le temps scolaire, pour rencontrer des professionnels qui vous montrent comment les choses peuvent se passer, ce qu'on peut faire, ce qui est commode, ce qui n'est pas commode. Bon. Et effectivement, les maîtres qui ont suivi ces journées de formation et qui ont constitué un réseau de relations par Internet avec les collègues qu'ils ont rencontrés, disent « Maintenant, moi, je ne pourrai plus me passer de cet outil. » Mais j'ai vu beaucoup de maîtres qui ont un outil dans la classe. Et ils ne s'en servent jamais parce qu'ils ne savent pas comment faire. Sauf comme un écran de cinéma, ce qui ne sert à rien. Et là, on voit bien que l'outil, les potentialités d'un outil demandent du travail collectif entre maîtres avec des professionnels. Je ne sais pas si tu...
Ah, lire et écrire à la maison. C'est vrai que je vous ai parlé du grand partage entre les villes et les campagnes. Les villes vivaient dès le XVIIIe siècle dans un espace entièrement scripturé, comme on dit, couvert d'écrits, et les campagnes, pas du tout. Quand j'ai fait la formation des maîtres en Afrique, c'était très passionnant parce que dans l'espace de la ville en Afrique, il y a de l'écriture, beaucoup moins qu'à Paris. Quand ils venaient à Paris, ils disaient « les gens lisent tout le temps, partout ». Mais il y a de l'écriture dans la ville. À la campagne, pas du tout. Quand je suis allée au Bangladesh pour former les maîtres dans les régions déshéritées du Bangladesh, c'est-à-dire là où les instituteurs publics ne vont pas, parce que c'est trop loin de toute civilisation, sur des îles ou à la frontière de la Birmanie, pareil, on était dans des lieux qui apparaissaient comme des lieux où il n'y avait pas de présence de l'écrit. Sauf qu'il y avait les téléphones portables. Et ça change tout. Parce que les téléphones portables, qui ont besoin seulement de l'électricité solaire pour être rechargés, alors que les ordinateurs ont besoin de beaucoup plus d'électricité, ils nous donnent accès à un nombre incroyable d'informations. Et les jeunes maîtres que j'avais en face de moi, c'était à travers le téléphone portable qu'ils constituaient leur culture, je dirais, de l'imprimé, leur culture numérique de la lecture et de l'écriture. Et du coup, le travail qu'ils faisaient avec leurs élèves, je voyais qu'il avait une dimension domestique. Ça fait partie d'une culture qui est en train de se construire à l'intérieur des maisons. Alors, dans les grandes villes comme Mexico, on a tout. On a les publicités qui continuent de remplir les boîtes à lettres. On a les écrits des journaux qui sortent tous les jours et qui racontent des choses qu'on a déjà entendues à la télévision et qui ne font pas toujours plaisir. On a le monde de l'école et de la librairie qui est très présent. Je suis allée visiter la bibliothèque Vasconcelos ce samedi. J'ai été extrêmement impressionnée de voir les interactions autour de la lecture des parents avec leurs enfants le samedi. Le nombre de mères qui étaient là et qui lisaient avec leurs enfants, ça c'est un geste, je dirais, nouveau en milieu populaire et qui est devenu un geste banal. Ça change beaucoup de choses, ça ne diminue pas les inégalités. Parce que, je dirais, les experts ont toujours une longueur d'avance. Et pour moi, la question aujourd'hui est de savoir comment assurer à la fois, dans un espace démocratique, qui se veut démocratique, la diffusion de savoirs sociaux et de savoirs d'écriture, sans exiger des familles qu'elles les pratiquent. Parce qu'un des grands problèmes en France aujourd'hui, par exemple, c'est de dire comme presque tout le monde lit des histoires aux enfants à la maison, alors on considère que ce n'est plus le travail de l'école de le faire. Et du coup, on suppose comme un prérequis, comme une chose qui doit être acquise par tous les enfants, un savoir qui en fait est un savoir qui doit encore se construire à l'école. La question est de faire en sorte que l'espace de la maison soit constitué comme une aide, mais non pas comme étant une exigence de l'école pour aller plus vite dans la formation. Cette articulation demandera une génération. Bon, ben nous mettrons une génération, on n'est pas pressé. C'est fini.